Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous portez bien. Ça fait très longtemps j'ai pas publié des vidéos. Beaucoup d'occupations, beaucoup de choses. Mais on est de retour. Donc je vais m'arranger à publier les vidéos au moins une fois ou deux fois dans la semaine. Deux vidéos dans la semaine, une ou deux fois, minimum une vidéo dans la semaine. Voilà, donc on va continuer aujourd'hui avec déjà bienvenue à tous qui nous rejoignent pour la première fois. Je m'appelle Moria Tunta, bienvenue sur Ebenezer Training. Donc sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, partagez aussi le lien afin que ceux qui recherchent des vidéos en cybersécurité ou plutôt en réseau, ils puissent les avoir. Donc aujourd'hui, ça sera la suite du cours sur le CCNA Routing and Switching 200-301. On va parler aujourd'hui, je pense, ça sera le sixième cours, si je ne me trompe pas. Donc, on va parler de la suite de protocole TCP/IP. Pour passer, on a parlé de, juste un instant, hop, ok. La fois passée, on a parlé de, je pense que c'était, je me rappelle plus, mais on a parlé de Data Link Layer ou, on a parlé d'un protocole plutôt de l'une des couches qu'on a vu parce on a parlé de la couche application, la couche présentation, la couche réseau, la couche lien de données. Et c'est ça. Donc, la fois passée, le dernier cours, on a parlé de l'une des couches réseau. Donc, aujourd'hui, on va parler de la suite de protocole TCP/IP. Alors, la suite de protocole TCP/IP contient quatre couches. Donc, il y a quatre couches. Déjà, ce qu'il faut savoir, en général, il y a sept couches. Il y a la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4, la couche 5, la couche 6 et la couche 7. Donc, il y a ces sept couches. Mais, donc, la couche d'application, plutôt, je vais commencer par la première couche. Donc, la couche physique, la couche lien de données, la couche réseau, la couche transport, la couche euh, session, la couche présentation et la couche application. Maintenant, ici, quand on va parler de la suite de protocole TCP/IP, donc ça va contenir pas les sept couches, mais ça va contenir quatre couches. Donc, il y aura la couche d'application ou la couche applicative, il y aura la couche hôte à hôte, la couche inter-réseau et la couche physique. Alors, la couche d'application ou couche applicative. Donc, il existe une multitude de protocoles au niveau des couches d'application. Je devais mettre un S ici. Au niveau des couches d'application pour des différents usages. Donc, il y a plusieurs protocoles qu'on va voir au niveau de la couche applicative. Déjà, l'un des protocoles que je vais vous donner, c'est le protocole HTTP ou HTTPS. Ça, c'est quand vous allez sur votre navigateur, vous allez faire le HTTP google.com ou www.google.ca pour le Canada, google.fr pour la France. Donc, ce sont des protocoles que vous allez utiliser, mais ce sont des protocoles qui découlent de la couche applicative. HTTP, HTTPS, c'est l'un des exemples. Donc, certains protocoles vont fonctionner via le TCP et d'autres protocoles vont fonctionner via le UDP. Donc, il y aura des protocoles qui découlent de la couche applicative ou d'application qui vont fonctionner via le TCP et d'autres vont utiliser le UDP. D'ailleurs, c'est très important. Je vais aussi faire des vidéos où ça sera des vidéos où je vais faire des petites présentations, par exemple, qu'est-ce que le TCP, qu'est-ce que l'UDP. Ce sera des vidéos de 5 minutes. Donc, ça sera comme des shorts, donc des vidéos de 5 minutes où je vais juste simplifier le concept d'un protocole
par exemple TCP, UDP, donner une définition, comment ça fonctionne. Donc, je ferai des vidéos comme ça. Donc, restez juste connectés. Vous allez peut-être, d'ici quelques jours, voir des vidéos comme ça. Par exemple, c'est quoi le DNS? Je vais parler du DNS, mais pas en long et en large, juste simplifier la définition du DNS et donner quelques exemples. Alors, les protocoles nécessitant une grande fiabilité utilisent le TCP. Maintenant, tout ce qui nécessite des services plus rapides vont utiliser UDP. Comme je parle des services plus rapides, c'est comme euh, la partie téléphonie, par exemple, va utiliser la communication téléphonie, va utiliser le protocole UDP. Alors là, maintenant, on va passer dans les exemples. Sur les exemples des couches, des protocoles qui découlent de la couche applicative. Donc, on va prendre le premier exemple sur tout ce qui est file transfer. File transfer, c'est transfert de fichiers. Transfert de fichiers. Dans la partie transfert de fichiers, on a des protocoles qu'on utilise comme le FTP. Ça, c'est un protocole que vous connaissez très bien. Et le FTP, c'est un protocole qui signifie File Transfer Protocol. Ça fonctionne sur le TCP. Ça fonctionne avec le TCP. Donc, tous ces protocoles qui découlent tous ces protocoles qui découlent de la couche applicative, il y aura certains de ces protocoles qui vont fonctionner avec du TCP et d'autres qui vont utiliser le UDP. Donc, il y aura d'autres, mais la majorité vont utiliser le TCP. Mais il y a d'autres protocoles qui vont utiliser le UDP. Par exemple, FTP qui fonctionne sur du TCP et le port du TCP, c'est le numéro du port, c'est c'est 20. 20 pour les données et 21 pour contrôle. Ça, c'est très important aussi. Par exemple, vous pouvez avoir une question en entrevue où on vous dit c'est quoi le numéro du port de TCP. Donc, il faut savoir que le numéro du port de TCP, c'est 20 pour la partie données et 21 pour la partie contrôle. Et le FTP ne nécessite aucune authentification. Donc, je peux dire que quand vous utilisez le FTP, il n'y a pas une authentification. Vous ne devez pas vous authentifier quand vous faites le transfert de fichiers par le FTP. Et il y a un autre protocole aussi qui découle de la couche applicative. On va parler de euh, ben, le Trivial File Transfer Protocol. Ça, c'est le TFTP. Souvent, ce protocole, moi, je l'utilise beaucoup quand je fais des transferts de fichiers, plutôt pas de fichiers, mais des images, quand je veux euh, injecter une image sur ma switch, sur mon équipement. Qu'est-ce que je fais? J'utilise le TFTP. Donc, je vais prendre l'image qui se trouve sur mon serveur TFTP et de là, je l'injecte directement à ma switch. Si vous suivez l'une de mes vidéos, j'ai parlé de ça. J'ai parlé comment injecter, comment faire la mise à jour ou un update du firmware ou de l'image du système d'exploitation d'un équipement Cisco. Donc, le TFTP fonctionne sur du UDP. Donc, FTP, TCP. TFTP, UDP. Et le numéro du port du TFTP, c'est le numéro 69. Et il n'y a pas aussi... Oh, pardon, je me suis trompé quelque part. Le TFTP ne nécessite pas d'authentification, mais par contre, le FTP nécessite une authentification. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le FTP nécessite une authentification, ouais. Mais le TFTP ne nécessite pas d'authentification. Donc, pas besoin d'authentification quand vous utilisez le TFTP. Alors, maintenant, on va passer sur les connexions à distance. Connexion à distance, on va parler des protocoles comme le SSH. Ça, c'est un protocole que vous allez souvent utiliser quand vous connectez sur vos équipements réseau, notamment des switches ou des routeurs. Vous allez utiliser le SSH. SSH, pourquoi? Parce que c'est sécurisé. C'est un protocole qui te permet de te connecter à distance sur tes équipements, sur les équipements réseau. Donc, ça fonctionne sur du TCP et le numéro de port de SSH, c'est le port 22. Le numéro de port de SSH 22. Et
le SSH est sécurisé, donc ça signifie Secure Shell, c'est sécurisé, donc ça assure l'authentification et le chiffrement. Donc il y a une authentification qui se passe quand on utilise le SSH. Par contre, le Telnet, qui est aussi un protocole qu'on utilise pour se connecter à distance aux équipements, lui par contre, il n'a pas, il n'y a pas une méthode d'authentification quand on utilise le Telnet. Il va fonctionner sur le port 23 et il va plutôt, il va fonctionner sur TCP et il va utiliser le numéro de port sur le port 23. Alors, on va maintenant passer sur tout ce qui est emailing. Donc, on a parlé de connexion à distance, des protocoles qui découlent de ce groupe de connexion à distance. Et là, maintenant, c'est du emailing. Emailing, on va parler de Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol, encore appelé SMTP. C'est un protocole qui est utilisé plus dans la partie emailing, donc boîte courriel, email. Le SMTP va utiliser c'est le port 25. C'est très important de retenir ça. Les numéros de port, ce sont des questions qui peuvent venir à l'entretien ou à l'entrevue, comme le disent les Québécois. Ce sont des questions qui peuvent arriver, donc c'est très important de maîtriser les numéros des ports. Donc, c'est utilisé pour l'envoi des emails. Donc, SMTP est utilisé pour l'envoi des emails, utilise le protocole TCP et le numéro de port 25. Et toujours dans la partie emailing, on a le Post Office Protocol version 3, donc le POP 3. Et le POP 3 aussi est un protocole qui fonctionne dans la rubrique des emails. Donc, lui va utiliser par contre le port, le numéro de port, ce sera le port 110, 110, 110, ça c'est pour POP 3, ou POP 3, Post Office Protocol version 3. Et ce que ça fait, ça télécharge l'entête et le corps des emails. Donc le POP 3 télécharge l'entête et le corps des emails. Par contre, l'autre protocole, le IMAP, lui par contre, lui, il ne télécharge pas l'entête des emails. Donc lui va fonctionner sur du port 143 et il va utiliser le port 143 et il va fonctionner sur du TCP comme aussi le POP 3 fonctionne sur du TCP. Ce que vous allez remarquer est que la majorité des protocoles, de ces protocoles vont utiliser le TCP, vont fonctionner sur du TCP. Maintenant, on va passer sur la partie résolution de nom. Donc, on a parlé de la partie emailing. On a vu des protocoles qui sont sous cette catégorie de emailing. On a parlé de la connexion à distance. On a vu des protocoles qui sont sur la connexion à distance. On a parlé de partage de fichiers. On a vu des protocoles qui sont sur le partage des fichiers. Et là, maintenant, on va parler de la résolution de nom. Tout à l'heure, j'ai mentionné DNS. J'ai dit que je vais peut-être faire une vidéo où je vais expliquer juste brièvement c'est quoi le DNS, comment ça fonctionne. Donc, restez connectés. Ce sera des vidéos comme ça que je vais faire dans les jours à venir. Donc, résolution de nom, on va parler du DNS, donc Domain Name System. Et lui fonctionne sur du TCP. Il utilise le port 50, je voulais dire 53, le port 53. Donc, DNS, ouais, il fonctionne sur du TCP. Il utilise le port 53. Le port 53, DNS, c'est le port 53. Et le DNS sert à résoudre les noms des domaines. Donc, il fait la résolution. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'adresse IP, il le convertit en nom ou le nom en adresse IP. Donc, c'est vraiment ça qu'il fait. C'est vraiment pour résoudre les noms des domaines. Donc, au lieu, par exemple, Google, je ne sais pas si je peux vous montrer un exemple. Attendez, je vais essayer de voir. Je peux vous montrer un exemple ici. CMD. OK. Si je fais par exemple google.com. OK. NSLOOKUP. NSLOOKUP. Vous voyez? Donc là, google.com, ça me résout en ce nom. Qu'est-ce que je dis? Ça me résout en cette adresse IP 142.250.69.142. Donc ça, c'est google.com. Donc ça, ce mécanisme-là de nom du domaine vers l'adresse IP ou bien de l'adresse IP vers le nom du domaine,
c'est contrôlé, ou bien c'est le DNS au fait qui le fait. Donc le domaine name system. Et aussi la correspondance entre le nom, entre nom et adresse IP, comme on appelait, ça va appeler qui est appelé enregistrement host A. Et la correspondance entre une adresse IP et le nom est appelé enregistrement pointeur de pointeur. Donc ça, c'est avec le DNS, ça va résoudre nom vers IP ou IP vers nom. Donc, si on parle du nom vers l'adresse IP, ça va s'appeler l'enregistrement host A ou host A. Si on parle de l'adresse, on parle de l'adresse IP vers le nom. Donc, on quitte de l'adresse IP, on veut traduire ou résoudre vers le nom. On va appeler ça l'enregistrement de pointeur ou PTR. Et toujours dans la résolution de nom, l'autre exemple ou protocole que nous allons voir, c'est le NetBIOS, Network Basic Input Output System. Donc lui, il fonctionne sur du UDP et le numéro de port, c'est le port 137. 137 et c'est connu vraiment sous le nom de WINS dans la structure de Windows.flat. NetBIOS, ça c'est quelque chose que vous allez souvent souvent entendre, de temps en temps, vous allez souvent NetBIOS, Network Basic Input Output System. Ok, donc là, on va passer maintenant sur la configuration d'IP. Sur la configuration, la partie de la configuration d'IP, on va voir le DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Donc, qu'est-ce que ça fait le DHCP? Le DHCP, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attribue des adresses IP au client. Donc, au lieu que vous puissiez le faire manuellement, le DHCP le fait automatiquement. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'aller sur chaque ordinateur, attribuer une adresse IP. Imaginez, vous avez 100 ordinateurs. Vous n'allez pas aller sur chaque ordinateur et mettre une adresse IP. Donc, le DHCP peut s'en occuper si vous le configurez en attribuant automatiquement des adresses IP sur toutes ces machines. Et les autres options qui peuvent être configurées au niveau du DHCP, il y a le Default Gateway, qui est la passerelle par défaut. Il y a le DNS Server. Donc, quand vous mettez en place le DHCP, pensez au DNS, le DNS Server. Il y a le domain name, le nom du domaine. Il y a le TFTP Server, donc le serveur TFTP. Il y a aussi le list time. Donc, ça, ce sont des points qui peuvent configurer ou des options qui peuvent être configurées quand vous mettez en place le DHCP. Ok, le DHCP aussi va utiliser le boot ou le boot protocol. Donc ça, c'est ce que le DHCP va utiliser aussi. Alors, on va passer sur du web browsing. J'ai parlé tantôt du HTTP, HTTPS. Donc, HTTP, vous allez l'utiliser quand on fait du web browsing, comme vous allez sur HTTP journalinfo.com ou journalinfo.ca.fr. Donc, HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Ça fonctionne sur du TCP et le numéro de port 80. Et le HTTP n'est pas sécurisé. C'est pour cela la majorité des sites que nous allons essayer d'accéder, qui se trouvent sur Internet, ce sont des sites qui seront sécurisés. Très souvent, vous allez utiliser le HTTPS. Par exemple, https://www.microsoft.com, http://www.google.yahoo.com, yahoo.fr. HTTPS, ça sera un protocole qui sera plus utilisé pour atteindre des sites vraiment externes, des sites verts qui sont dans l'Internet. Et c'est ça. Il y a maintenant, on va voir le temps de synchronisation. Donc, le temps de synchronisation, on va parler du NTP qui signifie Network Time Protocol. Le NTP fonctionne sur du IDP. Le numéro de port de NTP c'est le port 123. Et le NTP est utilisé pour synchroniser les informations sur le temps. C'est-à-dire que vous avez votre équipement réseau et vous voulez que votre équipement réseau, soit le routeur ou la switch, puisse avoir la bonne heure.
vous devez configurer le serveur NTP pour que vos équipements soient à jour. C'est très important d'avoir des équipements à jour parce que ça évite que vous puissiez avoir, ça vous facilite la tâche dans vos diagnostics ou dans le troubleshooting, surtout quand vous allez regarder au niveau des logs. Si vous n'avez pas la bonne heure sur vos équipements, ça peut vous causer des troubles parce que vous n'allez pas être vraiment euh, capable de savoir à quelle heure s'est passé l'incident parce que déjà, vos équipements ne sont pas à l'heure. Donc, c'est très important d'y penser quand vous mettez en place vos équipements, quand vous les configurez, de configurer le serveur NTP afin que la synchronisation des informations sur le temps se fasse sur vos équipements. Maintenant, on va parler de gestion de réseau. Gestion de réseau, le protocole dont on va parler qui découle de gestion de réseau, c'est le SNMP. Ça, vous allez beaucoup l'utiliser, beaucoup l'entendre, surtout quand vous avez des grosses infrastructures et que vous voulez gérer vos équipements à distance. Par exemple, vous avez plusieurs sites et vous voulez savoir la santé de vos équipements, comment vos sites sont interconnectés. Euh, vous voulez avoir, comment je veux le dire, vous voulez avoir du temps réel. Quand un équipement tombe, comment je le sais? Ok, prenons un exemple. Quand un équipement tombe, comment je le sais? Comment je sais que la switch est tombée? Ben, je veux le savoir si je mets par exemple en place un outil de supervision comme Op Manager ou comme WhatsApp Gold. Mais non, dans cet outil de management ou bien de gestion, je configure au fait les routeurs, pas configurer des routeurs en tant que configurer des routeurs, mais il y a un protocole que vous devez mettre en place sur le SNMP, mais je, je fais comme un design vraiment temps réel pour que quand mes équipements tombent, qui sont sur mes équipements qui se trouvent dans les sites, quand ça, il y a des alertes, que mon outil de supervision puisse m'en informer. Parce que j'ai pas besoin d'aller sur chaque équipement pour vérifier. Juste avec la cartographie, mon outil de supervision, j'ai le temps réel de la santé de mes équipements qui sont installés ou bien qui sont dans les différents sites. Donc, c'est pour cela que c'est très important. Quand vous mettez ça en place, quand on parle de la supervision, quand vous allez mettre en place les outils de supervision, vous allez forcément, j'insiste sur ce mot, forcément, utiliser le SNMP. SNMP, le numéro du port, c'est le 161, 162. Et il est utilisé pour récupérer et définir les informations. Donc, SNMP, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va récupérer les informations de vos routeurs ou de votre switch et ça peut aussi définir les informations. Parce que avec vos outils de supervision, comme WhatsApp Gold, vous pouvez, ou bien Op Manager, c'est ce qu'on utilise là où je travaille. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire du scripting, c'est-à-dire créer des scripts et injecter la configuration. Au lieu d'aller sur chaque équipement, vous pouvez, à l'aide de vos outils de supervision, faire un script qui va s'exécuter dans tous les équipements. Ça, c'est un gros avantage d'en avoir. Maintenant, on va passer sur la couche hôte à hôte. Alors, cette couche va assurer la connectivité de bout en bout. Et on va parler plus de la connexion orientée et la connexion orientée ou bien sans connexion. Donc, la connexion orientée, c'est plus le TCP et sans connexion, c'est l'UDP. Et TCP et UDP vont utiliser des numéros de port pour identifier de manière unique le protocole de la couche d'application. Donc, le numéro de port est un champ de 16 bits avec ce range de 0 à 65 535. Maintenant, les ports connus qui vont être utilisés ou les ports bien connus côté serveur, ce sont des ports qui vont aller de 0 à 1023. Et les ports côté client vont aller de 1024 à 65 535. Donc, ça c'est, si je repars ici, vous voyez ici les numéros des ports ici. Vous voyez par exemple port 161 TCP. Vous voyez ici 161 TCP.
On est dans ce range. Voilà. Port serveur, ouais. TCP, on est dans ce range là. Ça, c'est des ports bien connus qui sont dans ce range. Maintenant, le côté client, ça sera dans ce range. À partir de 1024 à 65 535. Si vous remarquez, la majorité des ports que nous avons vus sont dans ce range. Donc, si je repars là, vous voyez ici, 123, 444, 443 pardon, pour HTTPS 80, ça se trouve dans ce range. Maintenant, le protocole UDP va assurer uniquement le multiplexage, donc le numéro de port. TCP offre de nombreuses fonctions fiables. Donc, on va parler, quand on parle de TCP, je peux dire que c'est plus sécurisé que UDP, TCP, parce que le TCP va utiliser aussi le three-way handshake. Donc, il envoie l'information, il y a un acknowledgement, c'est-à-dire, je reçois l'information, comment dire ça en bon français, acknowledgement, c'est, je cherche le mot, mais vous me direz acknowledgement, c'est quoi en français? J'ai complètement oublié le mot. Donc, j'envoie l'information, je reçois, après je renvoie l'information et la connexion s'établit, le three-way handshake, plus côté TCP. Donc, on va parler des fonctions fiables comme la segmentation, les séquençages, la correction d'erreurs par accusé de réception, le contrôle de flux par fenêtre coulissante. Mais au niveau de la couche inter-réseau, on va parler du concept on va parler du concept de routed protocol. Donc, c'est plus concept IP routed protocol et du concept routing protocol. Il y a une différence entre routed protocols IP et routing protocols qui seront des protocoles de routage comme le OSPF, le BGP, le IGRP, le RIP. D'ailleurs, restez toujours connecté avec nous. Vous allez voir, je ferai des vidéos où je vais parler des labs plutôt, plus des labs où on va faire des configurations sur du OSPF, sur du BGP, on va faire des configurations sur du EIGRP. On fera beaucoup de choses intéressantes. Alors, la couche physique, connue aussi sous le nom de la couche d'interface, va remplir les mêmes fonctions que la couche 2 et la couche 1 du modèle OSI. Donc, sur la suite TCP/IP, comme j'ai dit au début, généralement, il y a 7 couches. Maintenant, sur la couche TCP/IP, la couche physique, donc la première couche, ça va inclure les 2 couches du modèle OSI. Donc, quand on parle du modèle OSI, on voit les couches, les 7 couches du modèle OSI. Maintenant, dans le TCP/IP, ça va inclure les 2 couches du modèle OSI. Les 2 couches du modèle OSI, les 2 premières couches du modèle OSI, si on part du bas vers le haut, c'est la couche physique et la couche lien de données. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette partie sur la suite de protocole TCP/IP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça me fera plaisir de répondre à toutes les questions. Abonnez-vous et partagez aussi le lien afin que beaucoup de gens qui cherchent des vidéos sur ces cours puissent les avoir. Sur ce, je vous laisse là-dessus et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.